Cet ouvrage traite de l'apport de la désobéissance au droit. Mais avec une précision d'emblée, ce n'est pas un plaidoyer pour la transgression, mais une tentative de mise en perspective. Car nous, juristes, avons parfois de la peine à l'appréhender sans connotation morale. Et j'aime bien prendre l'exemple des chiens d'aveugles. Pour protéger leur maître, ils doivent apprendre à refuser d'obéir lorsque l'ordre les met en danger. Sur les contributions, c'est un ouvrage collectif, plus d'une trentaine d'auteurs et d'autrices, avec une diversité de profils, des origines et des genres. Vous êtes un bon exemple, Katharina. En tout cas, je suis doctorante à l'Université de Genève et j'ai contribué à cet ouvrage avec un article sur l'évolution relative à la législation sur l'avortement. Et comme beaucoup d'autres autrices et auteurs de cet ouvrage qui sont encore en doctorat ou en postdoc, ça m'a permis d'approfondir une thématique qui m'intéressait déjà, mais en marge de mes recherches doctorales. Premier message, la désobéissance est un levier puissant de transformation et de restructuration du droit. Elle peut alimenter une dynamique de réforme en signalant un décalage entre la règle et les évolutions sociétales. La désobéissance civile est sans doute la forme la plus emblématique. Elle a à de nombreuses reprises déclenché des changements juridiques dans l'histoire. On peut par exemple penser au mouvement pour les droits civiques aux États-Unis, au mouvement d'indépendance dans différents pays, ou bien aux actions pour le suffrage féminin, notamment en Suisse. Un exemple parlant est l'évolution de la législation sur l'avortement au XXe siècle, que j'analyse dans mon article en prenant les cas de la France et de l'Allemagne. Alors j'ajouterais un exemple plus anecdotique, mais ô combien bucolique de l'ouvrage, la désobéissance aux règlements communaux québécois qui interdisent les jardins potagers devant les maisons au profit des gazons bien tondus, qui ont obligé les municipalités à réviser leurs règlements. Deuxième message, la désobéissance est ambivalente. Elle peut être mise au service d'intérêts particuliers, opposée au bien commun. Et l'exemple actuel, le plus édifiant, est la désobéissance massive de Donald Trump pour notamment redessiner le pouvoir exécutif à son avantage exclusif. L'histoire nous dira si la Constitution états-unienne en ressortira transformée ou non. En matière d'avortement, la désobéissance civile a bien contribué à une dépénalisation partielle. Mais d'autres actions, par exemple devant les cliniques menées par les opposants à l'avortement, peuvent entraver l'accès à une prestation pourtant légale. La question devient particulièrement délicate quand ce sont des institutions qui pratiquent une forme de désobéissance. On peut penser, dans le cas de l'avortement, notamment au refus de certains hôpitaux d'intervenir au nom de l'objection de conscience, un enjeu récurrent notamment en Allemagne. Troisième message, parfois il faut se détacher du droit, mais pour mieux s'y attacher. Car la désobéissance, lorsqu'elle rend le droit plus juste, rappelle paradoxalement à la nécessité d'y obéir. Le projet est né d'un congrès de l'Association internationale de méthodologie juridique et une telle démarche mobilise le travail acharné aussi de nombreuses personnes de l'ombre qu'il convient d'honorer ici. Quant au territoire couvert, il est vaste, avec des ouvertures sur l'histoire, la philo, la théorie et la sociologie du droit, et même avec l'art dans le chapitre sur les pédagogies juridiques désobéissantes, dont l'autrice a créé la couverture originale du livre. Et l'ouvrage a aussi une dimension communauté, parce qu'il a permis un réseau scientifique avec une diversité de genres et d'expériences professionnelles. Je rebondis sur votre dernier point. Le colloque à Genève a effectivement été une excellente occasion de présenter des travaux, notamment
aux jeunes chercheurs, chercheuses de rencontrer d'autres collègues et d'échanger. Pour ma part, j'y ai présenté pour la première fois en français. Il faut bien une première fois dans une autre langue. Et ça s'est révélé d'être une expérience très positive. L'apport principal est de déplacer le regard. La désobéissance n'est pas seulement une pathologie, mais également un révélateur du droit dont il met l'existence en lumière, en creux en quelque sorte. Et face aux mutations contemporaines, l'ouvrage invite par ailleurs à repenser la désobéissance civile jusqu'à proposer un nouveau droit de résistance civique pour unifier ces formes multiformes de contestation. Il oblige à une réflexion sur les valeurs cachées derrière le droit dans un contexte de montée des autoritarismes. Le droit a besoin d'un surmoi, celui de la loi juste. Et il invite et appelle aussi à repenser l'enseignement et la pratique du droit, intégrer des pédagogies qui cultivent l'esprit critique sur les fondements du droit, ses limites, ses évolutions possibles. Je garderai l'ossature parce que la thèse tient. La désobéissance transforme le droit. Mais je consoliderai 2 points. D'abord, sur la désobéissance institutionnelle, montrer comment des désobéissances massives en droit international public, si elles font vaciller les cadres juridiques, ne signent pas la fin du droit, mais on souligne l'existence bafouée pour mieux la dénoncer. Ensuite, j'étofferai l'obéissance excessive, car les outils de surveillance numérique et de droit algorithmique risquent d'exclure la possibilité même du désobéir. Et un tel effet sur nos libertés justifie une régulation forte.